Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'équipe pour l'invitation. Ça fait plaisir de revenir ici. Donc, moi, on m'a demandé de faire quelque chose sur l'analyse biomécanique 3D. Y a-t-il vraiment l'intérêt en chirurgie du LCA? Alors, vous dites, voilà, un orthopédiste qui va nous parler de biomécanique, il va y avoir du vent dans les voiles. Rassurez-vous, on va faire ça très simple. Donc, le contexte, c'est quoi? C'est de se dire qu'il y a 15 à 30% des patients qui ont des nouvelles lésions après une chirurgie du LCA et qu'il y a un risque aussi de rupture contralatérale, de lésions itératives, que la reprise du sport, c'est l'étape qui nous fait tous un peu peur et qu'il y a un enjeu qui est de santé publique et sur les carrières sportives. On les connaît, les facteurs de risque qui sont identifiés pour recasser un âge jeune, sport pivot, sexe féminin, des déficits, on va le voir éventuellement, biomécanique persistant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas juste je refais un ligament croisé antérieur, vous le savez, c'était ce que vous disiez tout à l'heure, Cécile, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors les critères actuels pour le retour au sport actuellement, c'est quoi? C'est une composition avec la force musculaire, principalement de l'isocinétisme. On va voir tout à l'heure que ça peut être de l'isométrique aussi. Des tests fonctionnels, donc des sauts, des échelles psychologiques comme le SLRSI et un suivi clinique classique avec une grande variabilité dans la littérature. Donc cette évaluation qu'on dit composite, ça sert à quoi? Ça sert en fait à avoir une combinaison de force, de fonction, de psychologie pour avoir une image qui soit la plus complète possible. Et puis, en essayant d'avoir une standardisation, sachant que le plus connu, c'est le CASTART. La composante 1, c'est la force, donc principalement le quadriceps et les ischio-jambiers, en excentrique et en concentrique, avec beaucoup de données dans la littérature sur le rapport, sur les ratios. La question, c'est de savoir combien est le ratio minimum, l'analyse symétrique, l'asymétrie entre les deux côtés, avec souvent une recommandation pour avoir moins de 10% d'asymétrie, mais en sachant qu'on a 30 à 40% des patients qui vont garder un déficit par rapport à l'autre côté, et qu'on avait regardé, on ne l'avait pas publié, mais que sur 1000 patients environ, à 6 mois, vous n'avez que 5% des patients, si vous prenez les critères habituels de la littérature de 10% de déficit, vous n'avez que 5% des patients qui remplissent les éléments. La composante 2, c'est la fonction. Donc les tests, les tests de saut, un single, un triple, un crossover. Ça, c'est bien pour objectiver les asymétries. Le problème, c'est que ça ne va pas refléter votre qualité de mouvement. Vous allez avoir une quantité et qu'il y a un élément qui est déterminant, c'est que pendant très longtemps, on s'est focalisé sur la longueur, sur les distances. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas la distance qui est importante, c'est la hauteur et la qualité de cette hauteur. Mais déjà, on voit que par rapport au single ou au triple, on commence à s'éloigner un petit peu probablement de ce qu'il faudrait regarder. La composante 3, c'est la psychologie, l'échelle SLRSI qui avait été beaucoup étudiée par l'équipe de la clinique du sport. Donc, on va regarder quoi? La peur, la confiance, l'appréhension, parce qu'on sait que c'est un facteur majeur de non-reprise qui va modifier la satisfaction des patients et qui peut en plus influencer la biomécanique sur les sauts. Alors, c'est quoi l'objectif de tout ça, de faire des tests composites? Ça va être d'identifier des asymétries, on vient de le dire, de repérer une peur résiduelle, de donner une validation qui soit à peu près objective, puis idéalement d'aider à orienter la réathlétisation, d'essayer de guider le patient qu'on ait un moment des repères. Le problème de tout ça, c'est qu'on l'a dit, il y a une grande variabilité interindividuelle, qu'il y a une grande hétérogénéité des résultats, quel seuil il faut prendre, quelle valeur, à partir de combien on commence à s'inquiéter, est-ce qu'il faut pondérer certains éléments par rapport à d'autres. Donc finalement, tous ces éléments, on voit bien qu'ils ne sont peut-être pas suffisants. Et puis surtout, ce n'est pas représentatif des mouvements sportifs réels. On ne va pas capturer la qualité du mouvement. On voit bien qu'en bas, il y a une différence entre sauter en longueur et puis sauter pendant un match avec tout le passage vers le chaos. C'est-à-dire qu'il y a toute une part d'imprédictible qu'on ne va pas pouvoir analyser. Et puis surtout, ce n'est pas prédictif du risque de récidive, contrairement à ce qu'on pense. Tous ces scores, ils sont intéressants pour déterminer qui va reprendre le sport, comment et à quel délai. Mais ça ne vous permettra pas de savoir qui va recasser. On vient de faire une étude, on a regardé 500 patients à 5 ans. Ça n'est pas prédictif de votre risque de reblessure, de votre risque de blessure contralatérale ou du risque contralatéral. Donc, on fait les tests, ça va nous permettre de savoir qui va reprendre le sport et comment, mais ça ne va pas nous donner plus d'informations que ça. Donc, ces scores, ils sont utiles. C'est probablement utile pour le suivi pratique. Ça reflète que partiellement la récupération. Ça n'a donc pas d'intérêt, on vient de le dire, pour prédire les lésions. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'autres composantes biologiques. On commence à se rendre compte qu'il y a probablement beaucoup plus de choses qui se passent biologiquement dans le genou ou même au niveau bioneurologique
et aussi au niveau neuromoteur. Tout à l'heure, Florian Fleury vous en parlait sur le cerveau. Donc il faut qu'on complète ces scores composites qui sont probablement intéressants mais pas suffisants. Et donc on va passer d'une analyse quantitative à du qualitatif. La question, c'est pas de savoir combien il saute, c'est de savoir comment il va sauter et quelle va être la qualité. Les deux ne s'excluent pas, ils sont nécessaires, mais on voit que c'est lacunaire, cette évaluation qualitative, elle est absente. Alors, l'idée, c'est pas de savoir, de prédire tout ce qui va se passer. On ne pourra pas prédire un pivot contact imprévu sur un match de hand. J'en ai mis une soirée, une feria, moi je suis du Sud-Ouest, donc il se passe des trucs dans les ferias, vous ne pourrez pas le prévenir. Bon, c'est pas ça la question. La question, c'est de se dire, il faut qu'on trouve quelque chose en plus. C'est là que peut-être il y a un intérêt pour l'analyse biomécanique. C'est quoi? On va aller capturer un mouvement avec des caméras, des marqueurs, et on va faire une mesure cinématique de la cinématique. On va aller cinématique et cinétique. On va analyser plusieurs degrés de liberté pour essayer d'aller se rapprocher du geste sportif. C'est pas un peu compliqué, ça l'est pas du tout. C'est des systèmes optiques. On va reconstruire. En fait, il y a des marqueurs que vous allez mettre sur le corps humain. Pour ça, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des artefacts avec les tissus mous, mais on va mettre des marqueurs, on va appliquer des fils, des modélisations, et puis le reste, c'est de l'ingénierie, hein, ce sont des calculs. Vous voyez, en bas à gauche, on a des plateformes de force, on va avoir des capteurs de mouvement. Avec tout ça, on va analyser des angles, des moments articulaires, des symétries entre les deux côtés. On revient quand même à cette notion de symétrie qu'on avait tout à l'heure. Et on va aller analyser la qualité ou la stratégie du mouvement. Ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui, mais probablement qu'on peut faire beaucoup plus que ça encore. L'avenir nous le dira. Ça va peut-être nous permettre de répondre à des questions. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'après une reconstruction ou après une rupture du ligament croisé antérieur, on va avoir des déficits rotationnels sur les membres qui vont persister. On va avoir un valgus, parfois dynamique. On ne peut pas bien analyser juste à l'œil nu. On va avoir des compensations avec le tronc. On est en train de travailler nous là-dessus. Il y a énormément de compensations sur le tronc et sur la hanche qui sont aujourd'hui méconnues et pas traitées et qui sont probablement la cause de suraccident. Et ça, c'est surtout, mais surtout, chez les patients qui sont symétriques en force, en particulier sur des gestes à risque, le cutting latéral, les changements de direction, la décélération brutale. On commence à comprendre pourquoi avant, certains patients cassaient sur des décélérations alors qu'ils n'avaient pas de déficit de force. Parce que probablement, ils ne sont pas bons sur la souplesse, ils ne sont pas bons sur l'amorti du geste, ils ne sont pas bons sur le hanche, et donc ils vont taper plus fort. Il y a des stratégies de compensation qui vont être délétères. Donc pourquoi faire cette analyse 3D? Pourquoi ça a de l'intérêt? Pour identifier des patterns, des modèles qui pourraient peut-être être prédisposants, mettre en évidence des compensations, corriger et du coup derrière corriger avec une rééducation ciblée. De là à ce que ce soit supérieur, on va y revenir, on n'en est pas là pour l'instant. Donc nous, on a mis en place un truc qui s'appelle, on a développé un truc qui s'appelle le MIRI Test. C'est quoi? On a ajouté une composante 3D à des composantes classiques pour avoir justement cette évaluation qualitative. Donc on va faire des sauts, un single, un drop unipodal, un drop bipodal, un CMJ, on va faire courir les patients. Une analyse de force isométrique, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ça n'exclut pas l'analyse de force. Et donc on a regardé pour l'instant des patients opérés en LCA, on commence à avoir d'autres indications en plus. On va regarder, pour l'instant, on a surtout regardé entre 5 et 7 mois. Je vous le disais, on a fait de la course, des sauts, de la force, et on a comparé avec le côté sain. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, quand l'ingénieur le fait, on va se retrouver avec ça, c'est des choses visuelles qui permettent d'expliquer aux patients. Donc, ce sont des exemples avec là aussi un single. Donc là, on voit bien qu'on ne va pas analyser juste la distance ou la longueur du single. On va aller un petit peu plus loin et on va regarder la qualité de ce saut. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que ça va nous donner des graphiques qui sont très jolis. Nous, on a de la chance. Moi, je travaille avec un ingénieur parce que ça donne des colonnes à plus finir. C'est 200 colonnes à chaque fois. Et donc, lui, l'ingénieur, c'est son job. Il va aller faire de l'intégration de ces datas. On a travaillé pour isoler les datas qui nous paraissaient intéressantes. Et il va nous donner cette application de data sur les valgus, l'instabilité du bassin, cette réduction de flexion du genou, dont on parle probablement pas assez, qui peut peut-être expliquer ces accidents de décélération, sur le plan transverse, et on va regarder aussi le pied, puisque c'est finalement toute la chaîne qui est concernée. Regardez un cas pratique. Donc, à gauche, une patiente, c'était une handballeuse pro, et en fait, elle avait été opérée à gauche, à droite plutôt, pardon, et donc, vous voyez, elle n'arrive pas sur l'image de gauche. Pour l'instant, elle se déporte
complètement. À droite, c'est l'image une fois qu'elle a travaillé spécifiquement, donc 2 à 3 mois, 1 mois plus tard. Vous voyez qu'on arrive à rééquilibrer. Ça, c'est une différence. Vous ne pouvez pas la voir à l'œil nu. On ne peut pas la voir à l'œil nu, même au ralenti. Si, après, lui, ça l'intéresse, donc lui regarde les graphiques. Je vous avouerai que moi, je ne les regarde pas, les graphiques. Voilà ce que ça donne. Donc, on en a fait quelque chose d'utilisable pour les patients. Les patients, ils partent avec un rapport, avec sur la gauche quelque chose de résumé, quelque chose de visuel, des recommandations pour les praticiens, le médecin du sport, le kinésithérapeute qui le suit, pour aller travailler avec donc le résumé sur les pages du milieu et la page de droite, un résumé des différents tests qu'on a fait, et donc, étape par étape, des recommandations, des préconisations pour aller travailler spécifiquement cette qualité de mouvement. Donc finalement, on a une analyse quantitative, c'est des résultats bruts. On a une analyse qualitative sur la stratégie de mouvement. On voit bien qu'un patient, il peut être normal en longueur ou en distance. La patiente d'avant, là, sur la handballeuse, elle avait test de saut parfait. Mais là, on voit bien que ce n'est pas la question de la longueur ou de la distance, c'est une question de qualité, de compensation sur l'autre côté. Et donc, un lien entre nous tous, praticiens. Alors, il y a des limites, évidemment. Il y a un coût, pour l'instant élevé. Le temps d'analyse, parce qu'il faut faire tourner les datas, il faut un ingénieur pour s'occuper de ça. Ça demande quand même pas mal, il faut savoir coder aussi, donc lui, il est assez doué. Il faut une expertise, parce qu'il faut pouvoir transformer ces variables en quelque chose d'exportable cliniquement. Et donc, il faut interpréter. Alors, le modèle, il est diffusable. J'espère que je reviendrai vous voir un de ces quatre avec quelque chose de diffusable. On est en train de voir pour que tout ça, ça puisse être applicable en pratique quotidienne avec moins de moyens et des choses plus faciles à appliquer. L'objectif, c'est donc d'orienter la suite de la rééducation. On va apporter des arguments objectifs. De façon assez surprenante, on mettra du temps à le prouver, mais on a la sensation d'avoir diminué un petit peu notre taux de rupture. On n'est pas les meilleurs, loin de là. On n'a rien changé à notre technique. C'est simplement que probablement le fait que les gens comprennent un peu plus et visualisent beaucoup mieux ce qu'ils ont ou ce qu'il leur reste à travailler, probablement que ça retarde les retours au sport et ça nous a permis de retarder les retours au sport. Avant, avec une analyse ISO, vous leur dites qu'il faut faire du quadriceps, ça fait 15 ans, enfin ça fait 15 ans, ça fait 6 mois qu'ils entendent qu'il faut faire de la force musculaire, au bout d'un moment, au bout de 6-7 mois, ils décrochent. Le fait de visualiser, de comprendre un peu mieux ce qu'ils font, probablement que ça nous a aidé à retarder le retour au sport. Vous voyez, ils ont en plus des images, ils repartent avec un compte-rendu qu'ils peuvent télécharger, qu'ils peuvent aller regarder sur Internet. Et puis probablement, on espère en tout cas qu'on va avoir des profils, on va pouvoir adapter ça sur des profils. On a 1027, on en a fait plus de 1000 maintenant des tests. Donc on est en train de regarder ce que ça donne à 6 mois, on est en train de faire tourner ça en statistique. L'idée, c'est aussi d'aller identifier des profils parce qu'on a l'impression qu'il y a certaines variables qui évoluent quand même souvent en même temps et dans le même sens. Alors, voilà, c'est intéressant, ça nous aide probablement à mieux comprendre les choses. Après, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Pour l'instant, on n'en est pas à quelque chose de prédictif. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les tests composites, ce n'est pas prédictif. Ça, pour l'instant, je ne peux pas vous dire que c'est prédictif non plus parce qu'on n'en sait rien. Il faut qu'on fasse des études prospectives sur le long terme pour voir si est-ce que ça nous a permis de diminuer ou pas les taux de rupture. Je l'espère, moi, les taux de rupture contralatérale, je vous rappelle que de façon assez classique dans la littérature, si vous avez une population normalement exposée, vous avez 2 fois plus de rupture contralatérale que de rupture du même côté. Nous, on est entre 3,5 et 4,5% de rupture du LCA à entre 2 et 3 ans. On est aux alentours de entre 8 et 10 suivant les populations contralatérales. Et ça, vous pouvez y faire ce que vous voulez. C'est un marqueur de l'exposition. Ça veut dire que si vous avez beaucoup de ruptures contralatérales, c'est parce que vous avez des populations qui sont exposées sportivement. Il va peut-être falloir justement essayer d'aller mieux les rééduquer, mais en tout cas, ça reste un défi. Il faut se méfier parce que ça peut être surinterprété, toutes ces datas-là. Il ne faut pas leur donner plus d'importance qu'elles n'en ont. Il y a des faux positifs, ça ne remplace pas la clinique. Donc en conclusion, probablement, en tout cas c'est notre conviction, il faut dépasser cette approche uniquement quantitative. Les tests composites standards, c'est qu'une proposition, mais ils sont utiles, mais probablement insuffisants. Cette analyse de 3D, c'est un complément sur une qualité de mouvement. Probablement qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le suivi du LCA et surtout, on est convaincu maintenant sur la prévention. On est en train de basculer aussi sur de la prévention, c'est pour faire en sorte, parce qu'on a fait de la prévention primaire, c'est-à-dire qu'avant de réparer les gens, peut-être d'essayer de faire en sorte qu'ils ne cassent pas. On a en France un vrai retard là-dessus. Dans les pays scandinaves, ils ont beaucoup d'avance. Ils font passer certains clubs avant.
probablement qu'il faut aller vers ça en France, vers la prévention, quand on sait ce que coûte à la société une rupture du ligament croisé antérieur chez un actif, par exemple. Et donc, c'est un outil prometteur. La suite, on verra. À mon tour de vous inviter à la SFA. Comme l'a fait Cécile, les 3, 4, 5 décembre prochain à Nantes, venez, ça va être très sympa, c'est sûr. Je vous remercie.